Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque j'ai attrapé le Covid, donc plus de train pour moi pour aller à Paris à TVL. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord et on a préféré faire une émission comme ceci plutôt que de ne pas en faire du tout. Donc, comme chaque semaine, je vous invite à nous rejoindre sur Getter, bien sûr, pour retrouver le plus d'immédiat. Aujourd'hui, on va traiter de l'acharnement des syndicats français contre le syndicat polonais, qui est accusé de complaisance vis-à-vis de Marine Le Pen et de Zemmour, vous vous rendez compte. Et donc, au sommaire aujourd'hui, dans cette émission-là, nous allons parler du concours Miss France qui va être ouvert aux candidats transgenres l'année prochaine. On va également traiter de Macron et de son passage lunaire sur TF1 avec une grande complaisance journalistique. On passera ensuite à notre revue de presse comme chaque semaine avant de traiter bien sûr de la procession de Nanterre qui a été attaquée par des islamistes, chose dont vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler dans les médias. Immédiat numéro 375, c'est parti. Miss France 2022 a été élue cette année, Jean-Yves, dans la semaine. Et oui, voilà sa photo. Et alors, surprise absolument incroyable, c'est une femme qui a remporté le titre de Miss France. C'est peut-être la dernière année, mais en tout cas, cette année, c'est une femme qui a remporté le titre de Miss France. Bravo à elle. Et oui, le scandale continue, Jean-Yves. Alors, Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société Miss France, a justement annoncé que les femmes transgenres pourraient désormais se présenter au concours. Donc, à partir de la prochaine édition, on le devine. C'est un petit peu notre image de la semaine, finalement, Jean-Yves. Ces candidates transgenres qui pourront désormais se présenter au concours Miss France. Est-ce que c'est problématique, selon vous ? Il faut voir que Miss France, d'abord, c'est une émission très populaire, une cérémonie très populaire, puisque ça a été vu par 7 800 000 personnes, 40% de part de marché, c'est un grand succès populaire. Et en même temps que c'est un grand succès populaire, c'est de plus en plus manipulé pour des raisons idéologique et politique. C'est manipulé de quelle manière ? D'abord, on essaye de mettre en avant souvent des jeunes femmes issues de la diversité, comme on dit. Alors, s'agissant de l'Irlande, on aurait pu imaginer une Miss Irlande rousse. Non, pas du tout. C'est une Miss Irlande africaine qui vient d'ailleurs défendre les réfugiés, entre guillemets, parce que en plus, ce concours n'est plus seulement un concours finalement de prestance, de beauté. C'est devenu aussi un concours idéologique où on demande à ces jeunes femmes de faire des déclarations un petit peu politiquement correctes. Ça les aide, peut-être pas à être sélectionnées par le public, mais à être sélectionnées par le jury. Et d'ailleurs, la Miss France de cette année, elle s'occupe, elle a des bonnes idées en matière d'antiracisme, d'immigration, etc. Tout ça, ça aide. Et donc, c'est un concours populaire qui est utilisé à des fins idéologiques. Alors, vraisemblablement, l'année prochaine, on va procéder à une étape supplémentaire avec des candidats ou candidates, je ne sais plus comment on doit dire, transgenres, ce qui est quand même assez stupéfiant. Oui, effectivement, c'est un petit peu devenu un concours de la bien-pensance plutôt que de la beauté. Alors, Geneviève de Fontenay n'était pas vraiment convaincue par cette proposition, justement, d'inclure les transgenres dans le concours. Elle a dit que le Miss France n'était pas un concours contre nature. Chers spectateurs, vous en ferez ce que vous voulez. C'est de la transphobie, vraiment. Oh là là, c'est horrible.
On vous laisse là-dessus, en tout cas, et on vous laisse vous faire votre opinion là-dessus. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Macron chez TF1, la grande lèche des médias. Alors, Emmanuel Macron a visiblement bien préparé sa campagne à venir, alors qu'il n'a toujours pas annoncé sa candidature. Il a accordé une interview de 2 heures à TF1 hier soir à 21h. C'était une occasion pour le président sortant de justifier son bilan et ses casseroles. Alors, on parle sur Le Parisien d'un Macron sur TF1, des gilets jaunes au cas hulot, les leçons que le président dit avoir tirées. Libération également, les plus riches comme les plus pauvres ont eu un pouvoir d'achat qui a augmenté. C'est une citation de Macron pendant cette interview. On le voit, Jean-Yves, c'était une justification de son propre mandat par Emmanuel Macron sur TF1. Oui, alors c'est un exercice un petit peu narcissique, où il s'est mis en scène. Alors, il y a quand même des choses un petit peu perturbantes. D'abord, et c'est, je crois, une première pour un président de la République en exercice, c'est une émission en différé. C'est-à-dire qu'elle a été enregistrée 4 jours avant sa diffusion. On peut imaginer qu'elle a été aussi montée, qu'on a coupé les passages qui n'étaient pas très bons, qu'on en a refait d'autres. Enfin, tout ça est très lissé. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que TF1 a expliqué qu'il bousculait ses programmes au nom de l'actualité. Enfin, curieuse actualité, puisque c'est au frigo depuis 4 jours, et que le mercredi, un peu avant l'émission, la diffusion, ils expliquaient Macron accordera un entretien à TF1. C'est pas Macron accordera, c'est Macron a déjà accordé. Donc il y a une tromperie dans la manière de présenter les choses. Alors, il y a eu aussi une polémique sur le temps de parole. Un certain nombre de candidats, dont Mme Pécresse, ont posé la question... Yannick Jadot également, oui. Oui, ont posé la question par rapport au décomptage du temps de parole du CSA. Alors, le CSA a finalement pris une sorte de jugement de Salomon en disant on ne va pas décompter ce qui est le bilan du président en exercice, mais on va décompter quand il parle de l'élection présidentielle. Alors c'est un exercice un peu délicat, mais qui est tout de même dangereux pour Macron. Parce que la partie qui va être décomptée par le CSA comme relevant de la campagne présidentielle, ça pose le problème du financement, de l'usage de l'Élysée dans le cadre de cette campagne présidentielle, de l'aménagement des salons. Tout ça a un coût. Est-ce que ça va figurer dans les comptes de campagne ? Est-ce que ça va figurer dans les comptes de campagne ? Et est-ce qu'un candidat ou une candidate pourrait utiliser, comme Macron utilise l'Élysée, une mairie ou un conseil régional ? Ça pose quand même un réel problème. Voilà. Donc c'est pas seulement le CSA qui va devoir se prononcer là-dessus, c'est aussi la commission des comptes de campagne. Alors donc sur le fond, Emmanuel Macron a annoncé des rappels réguliers à venir concernant le Covid. Rappel de vaccins, j'entends. Il a justifié la pénurie de masques et sa gestion de la crise hospitalière. Et il a également fait un mea culpa sur certains propos qu'il avait pu tenir en 2017 et en 2018, notamment sur les minima sociaux, où Macron avait déclaré les minima sociaux, on en donne à tout le monde et pourtant ils sont toujours pauvres. On se rappelle de l'épisode de la gare où les gens qui ont réussi croisent ceux qui ne sont rien, et celui où on trouve du travail en traversant la rue. Donc il a pu réagir à tout ça, et également sur l'affaire Benalla, sur la crise des gilets jaunes, etc. Donc c'était un Macron qui s'expliquait, qui se justifiait, qui parfois s'excusait un petit peu, Jean-Yves. Alors, c'est intéressant, vous citez l'affaire Benalla, où Macron a dit, en faisant un jeu de mots, c'était pas une affaire d'État, c'était une affaire d'été. Et cette réponse a mis en évidence la complaisance des journalistes. Parce qu'ils auraient pu dire, vous répondez que c'est une affaire d'été, alors qu'en ce moment même, M. Benalla est interrogé par la police pour une affaire avec des oligarques à l'époque où il travaillait à l'Élysée. Alors c'est peut-être pas une affaire, c'est une affaire d'été qu'on retrouve quand même 4 ans après, en plein hiver, sous une forme un peu différente, il est vrai. Mais ça souligne le fait
que les journalistes n'ont pas exercé aucun droit de suite au cours de cette émission. Ils ont toujours laissé, ils ont posé des questions quand même assez complaisantes et ils ont ensuite laissé Macron répondre ce qu'il voulait sans jamais le relancer. Alors, entre harceler, ce qui se fait parfois, on l'avait vu sur TF1 d'ailleurs, avec Éric Zemmour de la part de Boulot, entre harceler ce qui n'est pas forcément très bien, parce qu'il faut laisser les gens répondre, et puis ne pas relancer du tout, il y aurait peut-être un équilibre à trouver qu'apparemment TF1 n'a pas trouvé. Si on regarde finalement aussi que TF1 qui a eu 4 jours pour préparer cette émission, justement, qui a fait, j'imagine, de nombreuses reprises de certaines scènes, aurait pu donner un petit peu de dynamisme à cette interview et en profiter pour poser des questions un petit peu embarrassantes, difficiles et relancer le président, comme vous l'avez dit. Relancer. Alors on voit d'ailleurs que ça ne s'y prêtait pas parce que le visuel, les images parlent d'elles-mêmes. On voit les deux journalistes qui sont un petit peu comme un employé en contrat d'évaluation, enfin pas en contrat, enfin en cours d'évaluation, en audience d'évaluation. Ils ont les jambes bien croisées, ils se tiennent très bien, alors que Macron, lui, occupe tout l'espace et il fait ce qu'on avait reproché jadis aux hommes, il fait du manspreading, il s'étale, il écarte les genoux. On voit très bien la différence de posture traduit vraiment bien la réalité des choses. Macron déroule sa propagande et les autres le laissent faire. Voilà. Alors, je vous propose de réagir à quelques tweets. Florian Philippot, tout d'abord, qui dit « Je suis obligé de réagir à un extrait qu'on m'envoie. Macron ne dément pas la société de contrôle, mais l'appelle société de vigilance. » Il est vrai qu'il a certainement joué un petit peu sur les mots lors de cette émission. Il y a eu également, il y a eu beaucoup, bien sûr, de réactions politiques, surtout à droite, le Rassemblement National, Philippot, Dupont-Aignan, etc. Mais ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que beaucoup de journalistes qui font partie des rédactions de journaux, on va dire mainstream, populaires, ont réagi également en se demandant si c'était pas un petit peu abusé, on va dire, cet exercice complètement complaisant. Alors on a Patrick Hédéry qui dit « C'est légèrement gênant cette interview de Macron, on a l'impression d'espionner la séance d'un pervers narcissique chez le psy ». Sophie Draminel, qui est journaliste également, « L'émotion du chef de l'État sur son passage en Seine-Saint-Denis ou dans l'Est au premier confinement m'apparaît trop appuyé, des silences aménagés, des mots butés ». C'est vrai, on était face à un Macron qui était très théâtral et très mise en scène, Jean-Yves. Mais j'ai vécu des moments très côté de nos compatriotes, mais des moments qui ont été très marquants pour moi. Par exemple ? Quand je suis allé, durant le premier confinement, en Seine-Saint-Denis pour revoir la vaccination, il y a eu un moment bouleversant. Un autre moment, ça a été à Mulhouse, quand j'ai vu des infirmières et aides-soignantes. Oui, tout à fait. Et je crois que les médias, en se prêtant au jeu, on harcèle certains candidats, on sert les plats à l'autre, ils contribuent à leur propre décrédibilisation. Alors il faut dire que là, on est sur TF1. Il faut quand même que savoir, TF1, c'est le groupe Bouygues. Le groupe Bouygues, c'est beaucoup de marchés publics. Du bâtiment, des travaux publics. C'est aussi des marchés à travers des autorisations, à travers Bouygues Télécom. Et donc, c'est une entreprise qui est quand même très dépendante des décisions de l'État et qui manifestement joue la réélection de Macron, ce qui n'est peut-être pas sans risque, mais en tout cas, c'est manifestement le parti pris de l'oligarque Bouygues. Mais c'est une complaisance en tout cas assez édifiante et c'est du jamais vu dans la Ve République, je crois. Merci Jean-Yves, on passe tout de suite à notre revue de la presse. Peut-être un autre élément, oui. Jules, c'est la faiblesse des audiences pour un président de la République en exercice. On est à 3,8 millions, c'est-à-dire à peu près la moitié de Miss France. Mystère non France a fait beaucoup moins que Miss France, voilà. 2 fois moins. Mystère non France, je la garderai celle-là et surtout pour les années à venir. Merci Jean-Yves, du coup on passe à notre revue de presse.
La présidente de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, a annoncé sur Sud Radio, avec André Berkoff, qu'une majorité de mineurs isolés, clandestins en France, était en réalité largement et majoritairement majeurs. On l'écoute. Alors, il y a un document qui n'est pas un document de la Fondation IFRAP, c'est une expérimentation du parquet de Paris de 2019. Oui. Il y avait 154 jeunes formellement identifiés qui étaient déclarés mineurs non accompagnés. Et sur cette expérimentation avec ce petit sondage qui a été fait, en fait, 141 se sont révélés majeurs, donc 91,6% d'entre eux. Oui, alors l'histoire des mineurs étrangers isolés, elle est bien connue. Ils sont généralement pas isolés et ils sont généralement pas mineurs. Mais ça a été occulté. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de fact-checkers qui expliquaient mais non, les mineurs isolés étrangers sont vraiment des mineurs. Non, il y en a quelques-uns, oui, mais très très peu. Faut savoir d'ailleurs qu'il y a deux catégories de mineurs isolés étrangers. Il y a des petites bandes délinquantes qui viennent pour faire de la délinquance, qu'on trouve dans les grandes villes. Et puis, il y a d'autres catégories qui utilisent le statut ou la prétention d'être mineur parce que ça leur donne un droit quasiment à être inexpulsé et à être protégé, à être pris en charge, même si en fait ce ne sont pas des mineurs. Donc il y a deux catégories différentes et puis il y a dedans quelques mineurs, mais c'est effectivement une minorité. Ce qui est intéressant, c'est que finalement la réinfosphère et on va dire l'aile droite également des réseaux sociaux a toujours dit que ces mineurs isolés, au vu des photos, etc., et des débarquements, n'étaient pas mineurs du tout. Ça a toujours été, on va dire, vérifié. Mais par contre, les fact-checkers, les vérificateurs de faits, ont toujours prétendu le contraire. Et là, c'est la vérité qui éclate sur Sud Radio. Donc bravo à Verdier-Molinet. Les directeurs de LCI, CNews et BFM TV comparaissaient devant le Sénat pour une audition le 10 décembre dernier. Une audition qui a pris un tour plutôt partisan, comme ont pu le constater la poignée de spectateurs de Public Sénat. Il vous est reproché d'avoir fabriqué un candidat à la présidentielle. Est-ce que vous pouvez m'assurer, pour être clair, qu'il n'y a aucune consigne dans des conférences de rédaction de favoriser telle ou telle idéologie ou telle, je dis bien idéologie, tel ou tel angle favorisant telle ou telle idéologie? Oui, alors c'est partisan, c'est normal, puisque celui qui interroge, c'est le sénateur socialiste Assouline, qui est un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire, trotskiste un jour, trotskiste toujours, et donc quand il met en cause l'idéologie de CNews, ce qu'il reproche à CNews, eh bien, c'est de ne pas être sur sa ligne idéologique à lui. Et quand on reproche à CNews d'être un média d'opinion, c'est parce qu'il y a des opinions différentes. Et effectivement, on trouve sur CNews des opinions tout à fait politiquement correctes, mais on trouve aussi des opinions qui le sont un peu moins. Et donc, c'est ce qui est reproché à CNews, c'est son pluralisme. C'est classique, c'est le procès classique. Donc, il y avait l'audience des chaînes en continu, et BFM, LCI, CNews, et l'audition, pas l'audience. Et évidemment, ça a tourné au procès en politiquement incorrect de CNews. C'est une classique du genre. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction médiatique. Il y en a eu si peu qu'on a du mal à comprendre et à savoir pourquoi ces directeurs de rédaction étaient justement auditionnés par le Sénat. On a très peu d'informations. Mais ce qu'on sait, selon un article de Public Sénat, c'est que le rapporteur Assouline a rappelé justement les mises en demeure pour les expressions racistes utilisées sur CNews, les mises en demeure du CSA pour leur manquement, leur prétendu manquement au pluralisme politique, etc. Donc oui, ça ressemble vraiment à un procès pour le coup. En tout cas, le groupe Vivendi, détenu par Bolloré, a décidé d'accélérer ses plans de rachat du groupe médiatique Lagardère. Une OPA formelle est attendue courant février prochain. Cela pourrait bousculer beaucoup de choses dans une partie des rédactions françaises, Jean-Yves. Donc on a Boursorama qui nous explique que Lagardère prend acte de l'accélération du projet d'acquisition de Vivendi. Et BFM Business, qui partage le témoignage d'Arnaud Lagardère, qui explique qui salue le soutien sans faille de Vivendi et de la famille Bolloré au sein de ces groupes d'actionnaires.
Alors, qu'est-ce que ça peut changer? Alors, qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut réintroduire un peu de pluralisme médiatique, un peu plus, notamment au Journal du Dimanche, notamment à Paris Match, notamment à Europe 1, à Virgin Radio, à RFM, et puis c'est aussi en matière d'édition Hachette, où en matière d'édition, il y aura aussi beaucoup de progrès à faire en matière de pluralisme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de rétablissement d'un équilibre partiel, parce que même quand il y aura ce groupe de médias Bolloré relativement important, ça représentera encore peu de choses par rapport au groupe TF1 et par rapport au groupe public qui sont tous politiquement engagés dans le politiquement correct. Mais ça va remettre un peu de fraîcheur. Je vous propose un petit peu d'actualité étrangère maintenant. L'ancienne ministre danoise de l'immigration, Inger Støjberg, je ne sais pas si je le prononce correctement, a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour séparation illégale d'époux. Elle a par le passé séparé des couples de clandestins au titre que les femmes concernées étaient mineures. Une décision de justice assez consternante et étonnante, Jean-Yves. Oui, alors mineure et souvent mariée de force. Donc elle a eu plutôt une attitude, on va dire, humanitaire, et elle se retrouve condamnée à 2 mois de prison ferme par des juges. Mais on est là, c'est là qu'on voit très bien que les problèmes européens, les problèmes des nations européennes sont un peu tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des hommes politiques qui tentent, ou des femmes politiques qui tentent d'agir, mais qui sont paralysés soit par les médias, soit par les juges qui là se substituent au pouvoir politique. Bon, on est habitué à ça en France, manifestement, c'est le cas aussi dans d'autres pays européens, en tout cas au Danemark, qui est pourtant l'un des pays qui maîtrise le mieux ou le moins mal sa politique migratoire. En effet. Bon alors Jean-Yves, j'ai une nouvelle qui va certainement vous faire plaisir. Les investisseurs semblent bouder les médias de grand chemin. C'est le cas pour BuzzFeed, en tout cas, qui a vu la valeur de ses titres chuter en bourse. C'est une nouvelle dévastatrice pour le papier, en l'occurrence, mais réjouissante pour le journalisme, je dirais. Ben oui, le problème, c'est que le politiquement correct, ça fait de moins en moins de clients. Alors ça lève des fonds, enfin là, difficilement, parce que malgré tout, c'est gentil, mais quand ils perdent de l'argent, tout le monde n'a pas la même vocation. Donc le politiquement correct, ça va finir par ne plus payer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors Jacques Attali était l'invité des Clochards Célestes, une émission assez loufoque, prétentieuse et germano-pratine, animée par Simon Collin. Je vous en montre un extrait assez édifiant. Mais qu'un artiste ait... Non, votre masque. Qu'un artiste ait... le souci d'exprimer des messages. Voilà, alors évidemment, c'est une scène choquante, on y est un peu habitué, mais tout de même, que M. Attali veuille se protéger contre le Covid, pourquoi pas. Mais s'il demande aux autres de porter un masque, lui aussi doit le porter. S'il ne porte pas de masque, il est mal élevé d'imposer aux autres de le porter. Personnellement, je suis toujours gêné dans les restaurants par le fait que les serveurs sont obligés de porter les masques alors que les clients ne le portent pas, évidemment, puisque ce serait difficile de déguster un plat avec un masque. Mais ça, c'est assez choquant. Attali est un représentant éminent de la caste dominante, donc il se comporte de cette manière-là. Sachant que les 2 autres sont aussi de la caste dominante, puisque c'est une émission hyper bobo, c'est du grand bobo, là. Oui, c'est du grand bobo. Du gros bobo. Bon. du gros bobo de Serge Després. Alors, Léa Salamé s'est attirée l'ire des supporters d'Éric Zemmour lors de la diffusion d'Élysée 2022. Elle animait l'émission aux côtés de Laurent Guimier, qui lui était un petit peu plus impartial et neutre, on va dire, et a fait preuve d'une certaine animosité envers le nouveau candidat, Jean-Yves. Alors, on a Télé 7 jours qui parle, dans un article, du comportement de Léa Salamé qui sidère les téléspectateurs, et pas mal de réactions sur Twitter qui, justement, s'étonnent de cette agressivité, de cette animosité de Léa Salamé envers Éric Zemmour.
Oui, alors effectivement, son comportement a été mal perçu, notamment évidemment des partisans de Zemmour, c'est bien normal, mais aussi assez largement d'un certain nombre de ses confrères, enfin d'un petit nombre de ses confrères en tout cas, qui ont trouvé qu'elle elle exerçait non pas seulement le droit de suite, mais elle procédait quand même à un certain harcèlement en empêchant Éric Zemmour de développer à minima ses points de vue. Bon, ceci étant, il y a eu beaucoup de réactions, effectivement, vous le dites, sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça a produit un certain effet, parce que ce matin même, elle réinterrogeait Éric Zemmour sur France Inter, cette fois, et elle a procédé de manière beaucoup plus normale. C'était loin d'être une interview complaisante, mais c'est pas ce qu'on lui demande, mais elle laissait s'exprimer. Il n'y avait pas la même agressivité que sur France 2. Donc c'est bien de réagir sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut rappeler aux journalistes quand même un certain nombre de règles. Non, mais c'est intéressant que finalement ils soient contraints de nous écouter malgré leur impunité habituelle, ils soient contraints de nous écouter si leur comportement fait le buzz, on va dire. Oui, vous savez qu'en 8 ans, malgré tout, 8 ans, ça va être la durée bientôt d'immédiat, les choses ont quand même évolué. Mais pas seulement dans le mauvais sens. Pas seulement dans le mauvais sens. Il y a un peu plus de diversité, de pluralisme, et il y a un certain nombre de journalistes qui se posent quand même des questions. Bon, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, en tout cas. Une bonne nouvelle dans cette revue de presse. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, la procession de Nanterre attaquée par des islamistes qui a été complètement occultée par les médias. Alors, une procession catholique mariale, c'est-à-dire dédiée à la Vierge Marie, organisée par le diocèse de Nanterre à l'occasion de l'Immaculée Conception le 8 décembre dernier, a été attaquée par une dizaine de personnes. Cette affaire n'a malheureusement pas fait grand bruit dans les médias, Jean-Yves. Alors, l'affaire remonte au 8 décembre. Et elle sort au départ par un tweet d'un participant qui raconte l'histoire, d'un participant qui va ensuite, d'un Twitter qui va ensuite supprimer son compte parce qu'il est menacé de mort. Mais malgré tout, l'info circule un peu sur les réseaux sociaux. Et l'info est reprise, notamment le 10 décembre, donc avec 2 jours de retard, par Régnier, qui est un homme relativement indépendant, un universitaire, président de la Fondation pour l'innovation politique, qui est une fondation assez proche de LR, mais avec des travaux souvent intéressants. Et Régnier dit, mais là, il y a quelque chose, pourquoi les médias n'en parlent pas ? Et ça déclenche des réaction, à tout le moins, dans certains médias. Ça déclenche une réaction du diocèse, d'abord, du diocèse de Nanterre, qui n'avait rien dit, qui voulait cacher l'affaire, semble-t-il, et puis une réaction d'un certain nombre de médias, comme Valeurs Actuelles, comme Le Figaro, et l'affaire commence à sortir, à émerger un petit peu. Avec tout de même deux sujets très importants. Le fait que la procession a été attaquée au cri de « dehors les koufars », les mécréants, et on est chez nous. Chez nous, donc c'est symptomatique d'une guerre de territoire. Il y a un certain nombre de gens, de bandes ou de milieux islamistes ou s'adossant à l'islamiste qui veulent, au fond, ériger en féodalité indépendante certains territoires de l'immigration. On a ensuite, à la suite de ces articles justement de Figaro, Valeurs Actuelles, ça a pénétré un petit peu dans le mainstream, on va dire, dans les médias les plus populaires et les plus bien pensants. On a Le Point qui parle, le 14 décembre, figurez-vous, d'une baisse globale des actes antireligieux en 2021. En expliquant qu'il y a une baisse de 17% des actes antireligieux et une baisse de 25% des actes antireligieux formulés contre les chrétiens. Mais la morale de l'histoire, Jean-Yves, quand même, c'est qu'il y a une hausse de 32% des actes anti-musulmans.
Donc on voit bien un petit peu le deux poids deux mesures, la relativisation perpétuelle, c'est-à-dire que des catholiques se font attaquer dans une procession, mais c'est pas grave parce qu'il y a une baisse globale des actes antireligieux. Par contre, il faut quand même se souvenir qu'il y a une montée des actes antireligieux musulmans, quoi. Oui, alors deux choses. D'abord, tous les actes religieux anticatholiques ne sont pas forcément recensés, parce qu'il n'est pas sûr que les diocèses protestent toujours. Mais surtout, là, le point parle en pourcentage. Et donc, il dit qu'il y a une baisse des actes antichrétiens et une augmentation des actes anti-musulmans. Sauf que sur un total de 1400 actes recensés comme antireligieux, il y en a 170 qui sont des actes anti-musulmans, c'est-à-dire 12%. Et donc, on focalise sur la hausse des 12% pour mieux occulter les 88% restants qui sont des actes anti-religieux, soit anti-juifs ou antisémites, soit anti-chrétiens. Voilà. Et donc là, c'est la manipulation des chiffres. On choisit les chiffres qui vont bien à l'appui de sa thèse, même si c'est évidemment l'histoire de la paille et la poutre ou du pâté d'alouette, une alouette, un cheval. Voilà. Mais en parallèle, l'accent a été placé dans une sorte de contre-feu sur une autre affaire impliquant des catholiques, celle de l'opposition des fidèles à la tenue d'un concert dans une église nantaise. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus un petit peu, Jean-Yves ? Oui, alors c'est une affaire là qui a quand même fait un peu de bruit. La une de Libération, qu'est-ce que c'est ? Les églises accueillent souvent des concerts. Bon. Pendant très longtemps, d'ailleurs, les diocèses voulaient plutôt limiter les concerts à de la musique religieuse. On est dans une église, on met de la musique religieuse, il y a une certaine cohérence. De fait, ça s'est étendu progressivement à des musiques religieuses, mais aussi à des musiques profanes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une musique sataniste ou se revendiquant comme telle, donc on peut estimer que ça puisse choquer un certain nombre de catholiques de produire ce type de musique dans une église. C'est pas d'ailleurs à proprement parler une censure, puisque cette musique a tout à fait la possibilité de se produire en d'autres lieux. C'est peut-être simplement l'idée qu'une église n'est pas le lieu approprié pour ce type de musique. Bon, c'est pas franchement absolument scandaleux comme attitude, mais évidemment pour Libération, il y a les beaux musulmans d'un côté, les méchants cathos de l'autre, et donc bien sûr on a polarisé sur ce sujet-là, à peu près au même moment d'ailleurs que l'agression de la procession, c'est-à-dire c'est contemporain. Oui, c'était peut-être au même un moment de la semaine. Donc la une de Libération, justement, les cathos ultras ressuscitent la censure. Midi Libre qui parle d'un groupuscule de cathos intégristes qui bloquent l'entrée en chantant des prières. LCI, Nantes, des catholiques intégristes font annuler un concert jugé sataniste. Et puis l'Obs qui parle de la pression de catholiques intégristes français. C'est un matraquage, médiatique dont la première affaire, celle de l'agression de la procession, n'a pas bénéficié. Non, absolument. Quant à la censure, entre la censure par les tribunaux des propos politiquement incorrects, la censure du CSA, la censure des GAFA, sur tout sujet d'ailleurs, franchement, ils pourraient titrer tous les jours sur la censure pour des choses infiniment plus pertinentes que pour le fait qu'un concert devrait plutôt se tenir, ce type de concert, à l'extérieur d'une église qu'à l'intérieur d'une église. Ce qui est une censure tout à fait relative, à tout le moins. En effet, Jean-Yves, alors merci beaucoup pour votre analyse. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine ? À la fois un coup de chapeau à TV Liberté, ouais, c'est un peu un auto-coup de chapeau, qui va fêter son 8e anniversaire. Si, chers amis spectateurs, vous aidez TV Liberté à vivre. Parce que TV Liberté n'a pas l'argent de la publicité, n'en veut pas d'ailleurs, n'a pas l'argent des oligarques, des grands oligarques, il n'en veut pas d'ailleurs. C'est la condition de la liberté. Mais la condition de la liberté, ça dépend de vos dons. Et donc, aidez TV Liberté. Ça va bientôt être Noël, ça va bientôt être la fin de l'année. Faites un don avant la fin de l'année pour bénéficier d'une déduction fiscale. Il faut mieux aider TV Liberté que France Info, France Intox, France Inter ou France 2.
Ouais, exactement, Jean-Yves. En tout cas, merci pour vos analyses pendant toute cette émission. Merci à tous, chers spectateurs, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine. Mais en attendant, il faut aimer, commenter et partager cette vidéo comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Getter. J'insiste, mais il y a le plus d'immédiat. Donc, c'est un sujet de 3 minutes. On espère vous y retrouver. Voilà, en tout cas, à la semaine prochaine. Ce sera malheureusement tourné dans les mêmes conditions, puisque je ne pourrai toujours pas prendre le train. Mais voilà, passez de bonnes fêtes. Et puis à la semaine prochaine pour Immédiat. Et portez-vous bien. Merci Jean-Yves.